Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Dans ce 20e épisode de Sensoscopie, je reçois Caroline Arditi. Caroline, c'est une présence vive, une intelligence sensorielle qui s'exprime par le corps, le lien, l'élan. Petite, on l'avait rangée dans des cases pas vraiment confortables. Et puis elle a cheminé avec une façon singulière de sentir, de percevoir, de créer. Elle a musclé sa sensibilité, transformé ses peurs en moteur et fait de la joie une voie de transmission. Elle accompagne, elle relie, elle écoute. L'émotion, comme d'autres, lisent un livre. Elle crée des expériences qui réactivent ce qui est vivant, profond, essentiel. Je la laisse tout de suite se présenter à sa manière. Je suis Caroline Arditi, plus connue sous le nom d'Ice Queen, entrepreneur anticonventionnelle et exploratrice de l'humain et du nous. Waouh, ice, ice, ice comme la glace, on est d'accord. Ice comme la glace. Mais t'as pas une chaîne de glace. Exactement. Alors, maintenant je dis que je fais de l'icebreaker avec ou sans glace, comme tu veux, comme tu voudras. En fait, t'es une spécialiste du glaçon et tu plonges les gens dans les glaçons. Ça, c'est une partie de mon métier, ouais, tout à fait, et de mon quotidien. Waouh, pas mal. Avant qu'on développe ça, Caroline, ça t'ennuie pas? J'aimerais qu'on revienne à toi. Tu sortais pas de la glace, mais t'étais une petite fille. Et tu m'as amené une photo de toi quand t'étais petite fille. Donc là, t'es pas dans un bain de glace, mais t'es où? T'es sur un lit? Ouais, là j'avais 7 ans, 7 ou 8 ans, je pense. J'étais à Chantilly, sur un lit. De Chantilly? Sur un lit, pas de Chantilly, mais sur... en fait, c'est un endroit où j'allais... où je suis allée tous les week-ends pendant une bonne quinzaine d'années, je dirais. Parce que je jouais au golf quand j'étais petite. À 7 ans, tu jouais au golf et tu allais à Chantilly pour jouer au golf. Et donc ça, j'ai fait ça pendant des années et je l'ai même fait très intensément en compétition. Et c'était mon quotidien pendant un sacré paquet de temps. Ouais. Ah, donc tu viens vraiment de l'univers du sport. En tout cas, ça a effectivement bercé une partie de mon enfance, ce côté sport. Et tous les week-ends, on allait même la semaine, hein, d'ailleurs, quand ça a commencé, l'entraînement commençait à devenir un petit peu intensif. On y allait aussi le mercredi, mais sinon tous les week-ends. Effectivement, on allait en famille, c'était un club de sport, c'était multisport, mais on a commencé avec c'était golf, tennis, tout ça. Mais le golf est devenu assez central dans ma vie. Et voilà, et c'est pour ça que je trouve cette photo, je trouve qu'il y a un côté très sympa dans cette photo et qui me réconcilie, je pense, aussi avec la petite Caroline. Ah bon? Parce qu'au départ, tu l'aimais pas, cette petite Caroline toute mignonne avec sa dent de devant en moins, là? Effectivement, là, il lui manque une dent. Non, c'est pas que je l'aimais pas, c'est que le point de départ a été pas évident. Je pense que les gens qui me connaissent aujourd'hui ne pourraient jamais imaginer qui était la petite Caroline qui a eu un démarrage... moi j'étais hyper, alors je le suis toujours, hein, hyper sensible, hyper émotive, mais par-dessus ça j'avais une espèce de... J'étais très très réservée, donc je parlais pas beaucoup, j'étais plutôt vraiment dans l'écoute, écoute à fond.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu fais l'effet miroir adulte, je dirais que c'est un super pouvoir qui est essentiel dans le métier que je fais aujourd'hui. Voilà, il n'y a jamais de hasard. Mais j'étais plutôt en retrait. Enfin, ou en tout cas, je dirais que dans la cour de l'école, bon, ce qui n'est pas du tout la photo qu'il y a là, hein, parce que la photo qu'il y a là, c'est la confiance, c'est chez soi, c'était à Chantilly, c'était un espèce de cocon. Mais dans la cour d'école, j'étais plutôt mise à l'écart, je dirais. Puis j'ai commencé à porter des lunettes très tôt, donc il y a eu des espèces de remarques, serpent à lunettes, etc. On mettait un petit peu à l'écart, et puis après, dans la cour d'école, voilà, c'est un peu La un jungle. truc... déjà, c'est la jungle, et en fait, quand t'es fille unique, honnêtement, tu sais... Enfin, en tout cas, moi, je ne savais pas répondre à ça. Je savais pas. Je savais pas, donc je pense que j'ai encaissé pendant des années, alors le serpent à lunettes, et puis d'autres trucs dont j'ai pas le souvenir là très précisément, mais en tout cas, il y avait des espèces d'attaques qui, en fait, quand tu as des frères et sœurs, je dirais, bon, il y a un espèce de ping-pong de trucs qui se passent à la maison, moi j'avais pas ça. Donc quand on me disait serpent à lunettes, je pense que j'avais qu'une envie, c'était de me rouler en boule et que plus jamais personne ne me parle. Mais finalement, j'étais là, je restais debout et j'encaissais. Et ouais, c'était pas facile, quoi. Pas facile. T'en parles à quelqu'un de ça? Et écoute, quand j'étais petite, non, en fait, j'ai trimballé ça pendant des années. Alors, je me suis quand même tapé le lot de psy, orthophoniste, tout ça, parce qu'en plus, quand j'étais petite, alors je confondais les lettres. Dyslexique. Ouais, donc j'étais dyslexique, j'ai des problèmes avec les chiffres et tout, enfin, j'accumulais un certain nombre de trucs qui faisaient que j'avais plus de mal à suivre que les autres. Et quelque chose que je raconte dans les premières pages de mon bouquin, que j'ai sorti il y a 2 ans, c'est que y a eu un événement un petit peu traumatique que je pense aussi, que j'ai complètement mis sous le tapis et que j'ai ressorti qu'à l'écriture de ce livre. Et en fait, quand je l'ai écrit et quand les gens ont lu ces premières pages, ils se sont dit non, Caro, c'est pas vrai, là, tu nous as fait une blague en fait. Enfin, en fait, quand tu le conscientises aujourd'hui en 2025, tu te dis c'est pas possible. En gros, c'était quand j'avais j'avais 7 ans. Oui, donc c'est au même moment de la photo. Ouais, c'est fou cette histoire. Ouais, j'ai même pas réalisé. Quand j'avais 7 ans, j'étais dans une école que je vais pas citer, mais dans le 15e. Et en fait, ils avaient cet esprit... alors c'était une école très très catholique. Alors moi je suis athée, donc ma mère est juive, mon père est catholique. Et il y avait cet esprit de compétition. Donc toutes les semaines, il y avait le classement de la classe, enfin des élèves de la classe. Moi j'avais des difficultés scolaires, donc j'étais plutôt en fin de classe, quoi, fin de classement. Et et là, à chaque fois, tous les week-ends, en fait, il y avait le top 3. Donc la première personne partait avec une coupe le week-end à la maison, puis les 2 autres, une médaille. Enfin, je te laisse imaginer le schéma pour les gens qui sont un petit peu en difficulté. Et à l'époque, j'avais une amie assez proche, dont je ne me rappelle plus le prénom d'ailleurs, j'ai essayé de me souvenir du prénom quand j'ai écrit le bouquin et je ne m'en souviens plus, qui était handicapée. Et je te dis ça pour la suite, parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Et arrive à la fin de l'année le spectacle, le fameux spectacle de fin d'année, pour la fête de l'école. Et donc, spectacle de fin d'année, tout le monde a un petit peu un rôle et un déguisement qui est lié à ce rôle. Et donc, la maîtresse vient voir les parents et leur dit, bon bah voilà, votre enfant, voilà. Donc, moi, la maîtresse de l'école est venue voir mes parents et elle dit, bon bah alors, Caroline va arriver à la fin du spectacle avec son ami, donc mon ami handicapé. Et alors, je vais vous demander à tous les deux, donc les 2 parents, je vais vous demander de confectionner un bonnet d'âne. Et puis comme ça, à la fin, voilà, elles vont arriver main dans la main avec le bonnet d'âne. Puis comme ça va clôturer le spectacle. Alors, il faut préciser aussi que moi, j'étais l'avant-dernière de la classe, souvent dans les classements.
C'est pas que j'en faisais 2 fois plus que les autres, mais j'avais du mal à suivre. Et donc là, en fait, tout ça, moi, je l'ai pas conscientisé. On m'a raconté l'histoire parce que j'en ai aucun souvenir. Et en revanche, alors c'était l'époque... Alors, maman, je pense qu'elle a pas... Je pense que c'était trop dur. Enfin, bon, la compréhension, tout ça, c'était too much, quoi. Trop d'informations. Et papa, beaucoup d'humour, très original. Et c'était à l'époque des pubs Galerie Lafayette, Jean-Paul Goude. Je sais pas si tu vois, les couleurs dans tous les sens et tout. Il a dit, bah ok, c'est parti. Donc il est allé chercher des cançons, tu sais, de toutes les couleurs. Et il m'a confectionné un chapeau avec des feuilles de canson de toutes les couleurs. Il a dit, bah voilà, ça va être ça. Sauf que, en fait, les parents de mon ami handicapé, qui n'avaient pas le même niveau de conscience, ou en tout cas la même approche. De tourner ça en humour. Et évidemment moins d'humour, ou en tout cas un accès à l'humour pas là, et voilà, c'était pas ils ont confectionné un vrai bonnet d'âne en toile de jute, etc. Donc là, on est arrivé sur scène, voilà. Et en fait, ce même jour, mes parents avaient déjà enclenché quelque chose sur un changement d'école parce que ça faisait pas sens et que tout cet épisode traumatique, quand même, c'était présent. Et en fait, ce même jour, ce qui est assez symbolique, mes parents m'avaient déjà inscrit dans une autre école qui était pas loin, et on avait été invités à la fête de l'école de l'autre école, qui était le même jour. Donc j'ai fait ce spectacle, et ensuite, en fin de journée, on est allé dans l'autre école, qui était très joyeuse, très festive, très bienveillante, très généreuse. Accueillante. Voilà, accueillante. Pourquoi je te raconte ça ? Parce que, en fait, ça, je l'ai mis sous le tapis. Et c'est ressorti, ou en tout cas, je pense que je me suis construit, en fait, toutes ces années, jusqu'au moment donné où j'ai sorti ce livre, qui a été la première fois où j'ai raconté, écrit cette histoire, parce que c'est les premières pages du bouquin. Et je pense que tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai plusieurs métiers, tout ça répond à trouver sa place, se sentir vivant. La différence. La différence. La et puis, je pense que la sensibilité, l'émotivité, la sensibilité et mon hyper-émotivité, que j'ai longtemps pris pour une tare ou quelque chose qu'il fallait handicap. que voilà, les larmes qui arrivaient souvent, et puis je savais pas comment, machin. Bon, bah là, j'étais hyper à l'aise à te dire, limite avec une blague, en disant, bon, ah bah dis donc, j'ai oublié mes mouchoirs, tu peux m'en sortir, pas de problème, je vais chialer. Donc, et voilà, enfin, tu vois, donc quand je dis la petite Caroline, effectivement, tu vois, j'ai pris une photo où il y a ce petit regard, cette petite malice et tout. Puis aujourd'hui, si je fais aussi le miroir, ce qui est complètement fou, c'est que, je suis fan de chapeaux. Donc j'ai créé une marque de chapeaux. Enfin, j'ai fait plein de métiers, mais j'ai créé une marque de chapeaux que là, j'ai un peu arrêté, mais parce que c'était des chapeaux complètement extravagants qu'on ne met pas dans la rue et qui sont un peu... Voilà. Toutes mes lunettes que je porte, c'est toujours des lunettes quand même assez statutaires, assez présentes dans mon physique, je dirais, et que je ne cache pas. Et aujourd'hui, tout mon travail, c'est la tribu, c'est la communauté, c'est le ensemble, c'est le nous. Et je suis fédératrice de ce nous. Donc c'est quand même... voilà. C'est une belle approche, en tout cas, de sentir que ce qu'on te reproche le plus, fais-le, c'est toi-même. Ouais, et puis d'embrasser finalement cette singularité, cette carreau que je fais vivre de plus en plus. Je pense que depuis 3-4 ans, vraiment, je chemine vers ce qui est le plus proche de ma raison d'être aujourd'hui. Enfin, je le touche, je le perçois chez moi, chez les autres, au quotidien. Aujourd'hui, on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est le froid qui m'a fait cheminer. Et des rituels que j'ai plusieurs rituels dans la vie, mais en tout cas, ce froid m'a fait accoucher de ma raison d'être. Ton premier déclic, là aujourd'hui, avec qui tu es aujourd'hui, tu regardes cette petite fille et tu dis, voilà, il y a cette perception, en tout cas un peu hostile, de l'environnement
Finalement, et puis il y a le sport en même temps quand même, peut-être qui t'aide aussi, je sais pas. Parce qu'en même temps, tu me racontes les tournois de golf à Chantilly, et puis en même temps, cette difficulté à l'école. Donc même le sport qui est quelque chose où tu es quand même entraîné. Alors ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y avait le golf et il y a eu aussi très rapidement au même moment, donc j'ai dû faire un choix, dans ces histoires d'être assez réservé et avoir des difficultés avec l'autre et de se sentir, je dirais, bien dans le monde dans lequel je vivais. On a conseillé à mes parents, je crois, de souvenir, de faire soit du cirque, de faire quelque chose avec des chevaux. Donc ça s'est tourné, alors peut-être qu'il y a eu le cirque et je me souviens plus parce que j'en ai fait un sacré paquet de trucs, mais en tout cas il y a eu très rapidement, alors dans les chevaux je me suis mis à la voltige, ce qui est quand même... Et dans la voltige j'ai excellé quand j'étais petite. Et là on se parle de... c'est ce moment-là. Donc, Écuyère. Donc j'ai vite été, voilà, faire vraiment des compètes, tout ça. Donc tu sentais quand même une solidité, en tout cas que la compétition sportive, en tout cas que ce soit écuyère ou le golf, te permettait quand même une expressivité à ce que tu ne pouvais pas exprimer dans ton ressenti qui était un peu, pour le coup, un handicap à l'école. Mais dans le sport, non. Et je ne fais que le conscientiser aujourd'hui, je pense. Ok. Ou depuis quelques années. C'était pas le cas à l'époque. Quand tu matures, tes premiers déclics, ils arrivent comment dans ta vie? Mes premiers déclics, je dirais que c'était mon école de commerce. Donc c'est arrivé assez tard. Et c'est pour ça que ça, je remercie mes parents d'avoir mis le sport, en tout cas assez tôt, dans ma vie, parce que je me souviens qu'en école de commerce, déjà c'était une école de commerce qui me correspondait, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose avec une prépa, avec un truc, avec la sélection, avec encore cet esprit de compète qui pour à l'école, j'avais eu cette espèce de trauma, je pense. Mais c'était plus une école qui était très, très ouverte et qui allait mettre l'humain, qui allait mettre en avant les talents de l'humain. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une association sportive, j'ai façonné, j'ai mis au point une compétition de golf anciens élèves. Donc je me suis beaucoup, en fait, j'ai commencé à m'ouvrir, à créer, à imaginer, à connecter, à tout ça, en début d'école de commerce. Et là, j'ai commencé à trouver une place et à me dire que, spontanément, je me suis dit, ah bah ça serait super de faire une compète où il y aurait les anciens élèves et puis les élèves actuels. Ah bah oui, c'est super, parce que du coup, le lien qu'on pourrait créer, et puis ça pourrait faire des histoires, et puis voilà. Donc c'est comme ça que tu as commencé à mettre un pied pour rassembler un peu école, commerce, sport. Ouais, et ça c'était vraiment... là, il y a eu un premier déclic. Et puis le deuxième déclic, et ça je dois dire que je le conseille à tout le monde, assez tôt dans la vie, c'est de partir loin, enfin ou en tout cas de partir en voyage, ouais, de voyager, parce que moi j'ai pris un vol direction l'Australie, Sydney. Je pensais y passer 1 an et demi, j'en ai passé 5. Voilà, et ça quand tu débarques à l'autre bout du monde, à l'époque, donc on se parlait, j'avais 20 ans, à l'époque c'était pas la mode. À l'époque tu avais pas le copain de la copine qui va t'héberger. Il y avait déjà au Working Holidays? Il venait de... T'as fait ça au départ? Alors moi j'ai pas fait ça parce que j'ai eu tout de suite un visa étudiant parce que je suis partie pour faire un master de management sportif. Excellent. À l'époque. Que t'as fait là-bas? Que j'ai fait là-bas, et ça a été le plus gros pivot, ça a été le premier gros pivot de ma vie, le premier gros déclic de reconstruire ma vie, enfin en tout cas de la continuer. En tout cas, j'ai ouvert une porte qui, si tu veux, il y avait la petite Caro, il y avait la Caro d'école de commerce, mais si tu veux, je vivais dans une espèce de truc de
bah, on t'a dit de faire une école de commerce, on t'a dit de faire un stage dans la grosse boîte parce que c'est ce qu'il fallait faire, on t'a dit, ah bah j'ai tout fait comme on m'avait dit. Et puis là, tu débarques en Australie, bah là, t'as pas de copains, personne ne sait qui était la Caro avant, après, machin, on s'en fout. Tu peux t'inventer comme tu veux. Et là, ça a été un terrain de jeu complètement hallucinant. Libre. Ouais, libre. Où là, la Caro, bah, elle a commencé à exister dans son entièreté, avec ses folies, sa créativité. Et là, je peux te dire que, c'est-à-dire, quand je suis partie d'Australie, j'avais plus de copains, et aujourd'hui c'est le cas, hein, la moitié de ma communauté ne parle pas française, pour te dire. Donc écoute, en fait, j'ai construit ma tribu en Australie, et ça a été complètement hallucinant ce qui s'est passé en termes de, tu vois, d'asseoir qui est Caro, ce qu'elle avait envie, ce qu'elle a envie, les liens que j'ai commencé à créer, les expériences. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'humain, à l'expérience, là-bas. Et quelque chose te ramène en France. Et au bout de quelques années, si tu veux, j'ai fait le tour. Pourtant, pour faire le tour de l'Australie, il faut quand même avoir des grandes jambes. Mais je te comprends. Moi, j'ai fait le tour en moins de temps que toi. Ouais, c'était. Il y avait un côté. Alors, je voulais pas rentrer en France, donc je suis partie aux États-Unis. Mon chemin aux États-Unis, puisque je pense que. Bon, moi, je suis parisienne pure souche, mais je pense que j'ai. Dans une ancienne vie, ou en tout cas... dans ton arbre généalogique. Ouais, j'ai le Charlemagne monde qui venait d'un peuple autochtone d'Amérique du Sud, c'est bien connu. Hein. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que je me sens très... en tout cas, le cœur ouvert au monde et à différentes cultures. Terrienne. Et plutôt un état d'esprit, un mindset très anglo-saxon dans la démarche, dans la manière de penser, dans la manière de me connecter aux gens, au monde, aux expériences. We are all one. Ouais. Donc, du coup, direction les États-Unis. J'avais passé pas mal d'entretiens. Finalement, bon, toujours à la fin en compétition contre un Américain, donc pour des raisons de papier. Bon, je réatterris en France. Néanmoins, il y a quelque chose qui te maintient en France aujourd'hui avec ce que tu fais. Et peut-être qu'on peut en parler. Et peut-être comment aujourd'hui tu restes connecté à cette sensorialité, à cette sensibilité, à cette émotivité, et comment ça te sert aujourd'hui dans le déploiement de ton activité. Alors, ce qui est complètement fascinant et étonnant, c'est que c'est la colonne vertébrale de tout ce que je fais aujourd'hui dans mes différents métiers. Alors, j'ai plusieurs métiers, effectivement. Le premier, c'est que j'ai monté une marque qui s'appelle le Paris Ice Club. Donc, j'immerge des gens dans des bains de glace. I did it. Voilà. Je peux dire que c'est quand même une expérience extraordinaire. On peut très bien se jeter dans le canal de l'Ourcq ou aller se baigner à Osgore le 1er janvier. Mais se baigner dans une petite baignoire avec les petits canards de Caroline Arditi, j'avoue, c'est unique. Alors, et puis c'est pas que de l'immersion dans un bain de glace, il y a toute une préparation en amont, je valorise toute cette phase de respiration, une phase aussi d'introduction où je raconte un peu pourquoi la respiration, pourquoi le froid, pourquoi je pose aussi le décor de grande sensible, grande émotive, et je donne l'autorisation, la permission d'eux, parce qu'en fait dans ce monde de fous furieux, on a tendance à pas se donner le droit. On vient de passer la journée de la femme, des droits de la femme. C'est vraiment un sujet qui est au cœur de tout ce qu'on vit. Et je dirais que je réactive des choses chez les gens. Et pendant longtemps, moi qui pensais que mon émotivité, ma sensibilité, tout ça était vraiment quelque chose qu'il fallait que j'enterre, plus je voulais l'enterrer et moins ça fonctionnait, effectivement. Puis ça brûle et ça fait des inflammations partout dans le corps. Il n'aime pas le corps. Voilà. Et donc j'ai compris qu'il fallait que je l'embrasse, j'ai compris qu'il fallait que je danse avec elle, j'ai compris qu'il fallait que je la mette sur le devant de la scène, sans vieux jeu de mots d'ailleurs. Et donc si tu veux, aujourd'hui j'ai ce premier métier-là, où là, la sensibilité, j'autorise les gens à se sentir vivants.
Ça, c'est une vraie dimension dans mon métier. J'autorise les gens à se reconnecter à leurs émotions et d'une certaine manière, moi, à remettre tout ça au cœur de ma vie parce que pendant très longtemps, je l'avais mis sous le tapis. Et je fais aussi de l'accompagnement en entreprise. Donc quand je dis que je suis... On m'appelle, on m'a donné ce nom, cette espèce de... Mais que je garde avec grand plaisir, Ice Queen, parce qu'en fait, je suis vraiment spécialisée en icebreaker. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais essayer de me connecter, je vais déplacer le curseur et je vais essayer que les gens se connectent à une autre fréquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de savoir où tu habites, si tu as des enfants ou ce que tu fais dans la vie, j'en ai probablement rien à faire dans la première demi-heure où je me connecte avec toi. En revanche, de savoir ce qui t'anime, la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois, la dernière fois que tu t'es senti vivant, et pourquoi, et où étais-tu, et avec qui étais-tu, là ça m'intéresse. Et donc, ce que je fais au quotidien, c'est aussi de recréer ce lien, le lien entre les gens, le lien entre les émotions et le monde. Et ça, je le fais beaucoup en entreprise, donc principalement en entreprise. Oui, tu réanimes. Ouais, je réanime et de plein de manières différentes. Et puis j'y mets de la légèreté, j'y mets de la créativité étant un de mes gros terrains de jeu aussi. Et même dans mes ateliers de leadership et créativité, c'est vraiment comment tu embrasses cette posture de te sentir vivant au quotidien. Mais d'ailleurs, ça c'est grâce au froid que je l'ai identifié, que je le martèle et que c'est écrit noir sur blanc. Ma raison d'être, ce pourquoi je me réveille le matin, c'est pour rendre le monde plus humain et l'humain plus vivant. Un pas après l'autre, une respiration à la fois. Moi, je pense que c'est vraiment des mini-actions qui vont faire que, au final, il va se passer quelque chose de plus grand dans ton quotidien, dans le monde, dans ce nous que tout le monde façonne à sa manière. Comment tu arrives au froid, toi, exactement? Parce que le froid, tu as déjà ce talent de sportive, de connexion que tu as redécouvert avec ce contact avec l'Australie, et peut-être quelque chose où tu arrives un peu plus vierge, entre guillemets, de ton passé, et du coup, tu crées des connexions. Voilà, il y a un côté un peu... tu vois que tu as cette capacité à créer du lien, une facilité à embarquer, donc ça, tu commences à avoir confiance en ça, et puis à un moment donné, ça devient ton business, et puis il y a le froid. D'où il sort le froid? Tu y vas pour te réparer de quelque chose? On ne va pas vers le froid, pour moi, par hasard. On se dit pas, tiens, un matin, tiens, je vais me mettre des glaçons dans ma baignoire, quoi. Alors, ça, c'est drôle. Écoute, j'ai une histoire... Alors, j'ai plusieurs rituels dans la vie, dont celui de cultiver des premières fois. Ce que j'appelle des premières fois. Ça t'est venu comment, ça? De la nostalgie de la première fois, peut-être. Non, tu sais quoi, j'adore me lancer dans des trucs nouveaux, mais dans des expériences. J'adore faire des trucs... expérimenter. Le côté sensoriel, pour le coup. Parce que finalement, c'est une quête de sensation, la première fois. Parce que la première fois, le goût de la première fois. Et moi, je trouve que finalement, ça vient, en tout cas, tu vas me dire si je me trompe, mais moi, je sais que ça vient nourrir une sensibilité parce qu'il n'y a pas de mémoire de ça. Et c'est inattendu, c'est nouveau, tu ne sais pas, il se passe plein de trucs dans ta tête. Ça nourrit une curiosité. Ça nourrit la curiosité. Tu ne sais pas quelles émotions vont débarquer dans ces premières fois. C'est ça. Et comme il y a un peu pas une addiction à l'émotion, mais quand tu as une sensibilité, tu as quand même besoin de nourrir ton émotionnel. Parce qu'il est quand même actif chez toi, chez nous, les émotifs anonymes. Ouais. Donc du coup, je pense que cette histoire de la première fois, moi je me le suis souvent posée parce que je suis vraiment quelqu'un d'expérience comme toi. Et c'est vrai que je pense que ça vient nourrir un besoin de nourrir ses antennes. C'est essentiel pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas ça dans mon quotidien, ça va moins bien. Alors c'est fatigant, hein. Je te dis pas que c'est... Voilà. Mais en tout cas, ces premières fois façonnent qui je suis. Et c'est grâce à ces premières fois que j'apprends le monde aussi. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, j'ai jamais vécu, par exemple, avec une télé, donc j'ai jamais eu la culture de la télé. Ça, je remercie mes parents pour ça, parce que finalement, je me dis que ça sert pas à grand-chose. Ça t'a libéré du cerveau disponible. Voilà, donc en fait, mon truc, ma manière d'avancer, c'est de faire des premières fois. Et dans ces premières fois, il y a eu plein de trucs, et un jour, alors, comme la moitié de mes copains sont plutôt anglo-saxons,
me disait, mais tu sais, Caro, le froid, c'est dingue, c'est machin. Tu sais, quand on dit, oui, la méditation, il faut que tu en vas parce que c'est complètement fou, le yoga, machin. Bon, jusqu'au moment donné où il y a le bon moment, le bon timing, machin. Et tu le fais. Sachant que, j'aurais dû commencer par là, j'étais une extra frileuse. J'ai pas de sang breton, je suis plutôt une sudiste, j'adore la chaleur, l'Australie, tout ça. Tu n'as pas des vikings, toi? Non, alors ça, non. Tant avec ta toque, tu fais un peu viking. Ouais, non, mais non. En fait, c'est vraiment, je t'assure, le froid, c'était mon pire ennemi, c'était une peur, c'était un truc... Vraiment, je voulais pas y foutre les pieds. Et puis en fait, j'avais beaucoup de résistance là-dessus. Et moi, je fais partie des gens qui se disent, bon, s'il y a tellement de résistance sur ce sujet, à un moment donné, il va falloir que j'y aille. Parce que ça va m'apprendre des choses, voilà. Donc il y a eu le bon moment, le bon timing, voilà. Et c'était à Miami. Pour le coup, il faisait très très chaud ce jour-là. Et j'ai fait cette première expérience, alors comme toi tu as fait l'expérience avec moi, avec quelqu'un qui était certifié de la méthode, voilà, autour de la respiration et du froid. Et je suis sortie de ce premier bain de glace. Et là, il y a eu un avant, un après. Mon cerveau, il a complètement vrillé, mais vrillé. Et j'avais cette espèce de phrase en boucle qui tournait en boucle dans ma tête. Vraiment, je me vois, je me visualise, je sais exactement le jour, comment j'étais, quel maillot j'avais, enfin tout est très clair. Et cette phrase qui tournait en boucle, Caro, si tu arrives à faire ça, tu arrives à faire n'importe quoi dans ta vie. Voilà, c'était clair. Donc si tu veux, moi qui avançais quand même avec la petite Caro, croyances limitantes, les je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, je suis un peu mis de côté dans la cour de l'école. Si tu veux, ça je le trimballe dans le sac à dos. Et là, précisément, je me suis dit, ok, en fait, j'ai regardé, en fait, j'ai levé les yeux au ciel, c'était marrant, hein. J'ai levé les yeux au ciel et je me suis dit, c'est quoi ta to-wish list? Pas ta to-do list, pas ce que les gens veulent bien que te dire de faire. Qu'est-ce que tu as envie de faire? À l'époque, j'étais en train d'écrire ce manuscrit, j'avais une deadline, c'était assez pressé. J'ai mis un point final sur le manuscrit, c'est parti à l'impression. Et puis ensuite, voilà, j'ai continué à faire ça. Et donc ça a été le point de départ. Et puis après, voilà, je suis rentrée en France, j'ai un peu regardé qui faisait ça ici, très peu de gens. Et puis, en fait, je me suis dit, tu sais quoi, c'est naturel, c'est bluffant ce que ça active à l'intérieur de toi. Il faut que les gens soient au courant de ça. C'est rapide. Moi, ce qui me bluffe là-dedans, comme quand tu prends une douche glacée le matin ou le soir, c'est que ça te détend le plus rapidement possible de ta journée. Et si jamais tu as une charge mentale, mais laisse tomber, ça la nettoie en deux, quoi. Je n'ai pas trouvé aujourd'hui d'outils plus efficaces, mais à plusieurs niveaux, je vais te dire. Au niveau individuel, ce que ça procure à l'intérieur, l'effet sur le système nerveux, système cardiovasculaire, bon, enfin, on n'est pas là pour partager tous les bienfaits, mais il y en a plein. Et aussi, je vais te dire, et c'est pour ça que ça me passionne autant, l'effet sur le lien à l'autre. Je m'explique. Toutes mes immersions, comme tu l'as vécu avec moi, tu n'es pas seul. Donc, il y a l'effet de groupe, l'encouragement du groupe, le soutien du groupe. En fait, il y a un lien à l'autre qui est complètement fascinant. Ce que je dis souvent, c'est que tu ne peux pas tricher dans le froid. Tu es qui tu es à l'instant T, il n'y a pas de filtre. Donc quand tu vis dans des grosses villes comme ici, comme Paris, où les gens ont besoin, où c'est plus sécurisant de se mettre une couche sur une couche sur une couche sur une couche, de se protéger. Ouais, de se protéger de quelque chose. Donc là, tu es en maillot, dans la glace, et tu as des gens en maillot autour de toi, et tu connais ni personne, et tu vas soutenir celui qui fait ça, parce que toi aussi, tu vas le faire. Et donc, en fait, tu fais à l'autre ce que tu voudrais qu'il te fasse. C'est-à-dire, on est tous ensemble dans le même truc, quoi. Ce que je dis souvent, c'est on n'est jamais mieux servi que par le nous. Et ça... Quand il y a une connexion commune. Oui, mais ça, tu l'as créé, et ça, c'est un peu mon super pouvoir, c'est que, en fait, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est que, moi, mon quotidien, c'est que je passe mon quotidien, alors là, c'est vraiment, pour toi, je me suis habillée, mais normalement, je suis soit en maillot, soit en legging. Moi qui t'avais fait un... Oh, non, je rigole. et si tu veux, j'apprécie énormément le cadre que je mets, cette bulle que j'instaure, avec les gens. 99% des gens qui viennent dans mes expériences, ils le font pour la première fois, donc ils ont peur, donc ils se posent des questions, donc ils se disent qu'ils vont pas y arriver, ou pas d'ailleurs, hein, ça dépend, mais quand même une majorité est plutôt dans cette case-là. Et en fait, moi je trouve ça génial
de créer ce cadre sécurisant et de te sentir, t'es toi, t'es assez, et il y a pas de souci, quoi. Non, puis tu vas à l'écoute aussi, toi, dans ta présence, il y a ta qualité de présence, et je pense que ta sensibilité, du coup, s'épanouit complètement. C'est-à-dire que tu regardes les gens dans les yeux, tu es en contact, et tu leur donnes la permission, l'autorisation sans rien dire, juste avec une présence, une sensibilité, une profondeur qui connecte à ce fameux nous. Et ça, je trouve que d'avoir, en tout cas, créé ces conditions-là, ça te correspond de ce que tu me racontes hyper bien. Et je vais te dire, ça se façonne tous les jours. Et je pense que l'effet miroir est complètement dingue. Les gens, moi, ceux qui ont participé à ces premières fois dans la glace, c'est mes meilleurs ambassadeurs. Je ne peux pas te dire, c'est des gens qui m'envoient des messages ou qui écrivent des choses sur leurs expériences dans la glace qui me sont... Je suis très reconnaissante de ça parce que c'est une manière de célébrer ma vulnérabilité, célébrer qui je suis, célébrer la petite Caro. On m'a dit là récemment, c'est la deuxième fois qu'on me le dit avec les mêmes mots. C'est assez fou. On m'a dit plein de choses, hein, mais ce mot-là, ces deux mots-là, ils sont très très forts. Que j'étais, quand je regardais les gens précisément dans les yeux, au moment donné où c'était la bascule dans la glace, Caro, tu es une accoucheuse de vie. C'est beau, je trouve, cette expression. Enfin, ouais, c'est fort, c'est hyper fort. Mais moi, c'est ça qui m'a étonnée le plus. C'est la capacité à vivre une expérience très très forte, avec une simplicité, une légèreté et une côté très friendly, peut-être ton côté anglo-saxon, tu vois. Le friendly, quelque chose de simple en fait. Alors que c'est quand même complexe. Je trouve que les gens arrivent avec leur paquet, leur peur et leur appréhension, et ça paraît... huge pour moi. Déjà, quand je dis je me baigne dans le froid depuis des années, mais les gens, ils me regardent toujours avec des yeux effrayés. Et des fois, je le dis pas pour pas qu'ils aient peur, pour moi, en fait. Tu vois, et donc, voilà. Donc, il y a ce truc aussi de comment, toi, tu fais pour résorber la peur de l'autre. Et en fait, tu sais quoi, la semaine dernière, j'ai fêté ma 1000e personne dans la glace. C'est un chiffre assez symbolique. Et j'ai conscientisé, démystifié la peur. Parce qu'aujourd'hui, moi, mes deux plus grandes peurs sont devenues mes deux plus grandes sources de joie et de revenus. J'adore. Excellent. Je trouve que la sensibilité, l'émotivité déclenchent avant tout une peur. Cette histoire de peur, je trouve ça quand même intéressant de la relier, comme tu le dis si bien, à la sensibilité, à l'émotivité. Parce que quelque part, il y a un lien quand même. Que tu vois les choses comme je le pressens de ce lien entre sensibilité et peur. Je dirais sensibilité et peur et désir. Je m'explique. Oui. J'ai disséqué un peu cette histoire de peur parce que c'est pas compliqué. Tous les gens qui viennent dans mes bains, 99% de ces gens m'envoient un message qui dit « j'y vais, mais j'ai peur ». J'ai envie de switcher ce message à « j'y vais et j'ai peur », d'embrasser ces peurs, de les identifier et de se dire « ok, j'y vais ». Mais derrière ces peurs, il y a toujours un désir. C'est le désir de faire, le désir de se mettre en mouvement, le désir d'y aller, le désir de se dire « je suis capable » et il y a plein de trucs qui font que je vais probablement pas y aller. C'est un peu ces oui mais. Tu vois, nous, les Français, on est les spécialistes du oui mais. Et si on disait oui, je vais y aller. J'ai peur, mais je vais y aller. C'est comme c'est pas où, c'est et. C'est et dans ta construction de la peur, c'est très différent. C'est-à-dire que tu vas les identifier. Évidemment que c'est la moitié du cerveau qui va te dire ton cerveau veut te faire vivre dans du confort. Donc c'est évident que dans ton agenda, s'il y a marqué bain de glace avec Caro, tu vas te réveiller ce matin-là
Et tu vas dire, qu'est-ce qui se passe? Il est hors de question. Ton cerveau va te dire, tu vas pas aller là, tu vas aller au boulot en fait. Ou tu vas partir en week-end ou machin, mais tu vas sûrement pas aller dans un bain de glace avec Caro Arditi, c'est pas possible. Parce que là, tu me mets dans un inconfort total que je ne connais pas. Donc ça va pas. Sauf que, en fait, ce que je trouve fascinant, c'est que si tu embrasses cet inconfort, parce que je dirais que si tu résumes cette expérience que je fais vivre en une phrase, c'est trouver du confort dans l'inconfort. Mais si tu embrasses cet inconfort plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, c'est l'histoire des premières fois, ton corps il va mémoriser la manière dont tu vas t'habituer à ces premières fois, à cet inconfort. Et donc ensuite, tu vois, tu vas pouvoir te mettre en mouvement. Moi, c'est ma vie. C'est ma vie d'aller un peu vers mes peurs. Oui, c'est-à-dire contrainte égale créativité. Contrainte égale créativité, et si t'as pas peur, t'es pas vivant, tu te sens pas vivant. On revient toujours à la même. Oui, de toute façon, la peur, c'est un peu notre instinct de survie, hein, sinon on serait pas là. Si on n'avait pas combattu ou fui les mammouths, c'est un peu aussi un AD. Enfin, je veux dire, ça peut être un moteur, la peur, après ça peut être un frein. Et après, où est-ce qu'on met le curseur? Ça dépend, j'ai envie de dire, notre entraînement à ça. Donc, trop de peur crée des inhibitions, et du sans peur peut créer des dangers. Mais toi, ce que j'entends, c'est que par rapport à cette histoire de gérer la peur d'aller dans la glace et de se familiariser avec sa peur, d'épouser, d'embrasser sa peur, il y a comme si je suis capable, quand j'ai une peur, voire de la traverser, je m'habitue à faire quelque chose de cette sensation. C'est hyper bien résumé. Et moi, j'ajouterais que juste, en fait, je fais transformer les peurs en moteur. Parce que finalement, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et ça a été des déclencheurs dans ma vie, que ça soit écrire un livre, que ça soit grimper une montagne en Pologne par -25 en maillot de bain, que ça soit monter sur un ring alors que je suis une hypersensible, hyper émotive, mettre des coups et recevoir des coups. Tout ça, en fait, je trouve que quand tu vas vers tes peurs et quand tu y vas avec toutes tes émotions, ta sensibilité, ta vulnérabilité, parce que ce que je dis toujours aussi dans le froid, c'est soyez fort dans votre vulnérabilité. Oui, c'est ce que j'appelle l'actif réceptif. Oui, c'est dit d'une autre manière, mais tu vas apprendre des choses sur toi et tu vas avancer. Je trouve que il n'y a pas de meilleure manière aujourd'hui que de s'éveiller grâce à l'expérience, de s'éveiller grâce à ses premières fois. C'est complètement fascinant. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de manières aujourd'hui, à l'époque, et encore à l'époque, bon. Mais bon, t'as les psys, t'as ci, t'as ça, t'as différentes sortes d'accompagnements. Mais je dis, mais au-delà de tous ces accompagnements, mais apprenons le monde de ses premières fois, avec ses premières fois, avec les autres, avec cet effet miroir, avec tout ça. Moi, je ne suis que la somme de mes premières fois et de mes rencontres. C'est tout, je pense, si je devais le résumer. Complètement. C'est exactement ça. J'aime beaucoup entendre parler comme ça. Et je suis pas sûre que la petite Caro, elle aurait imaginé une seconde que je me serais embarquée dans tout ça. Mais en fait, si je me rebranche à elle, toute cette force de compétition, tout le côté compétition, sport, et ben en fait, c'était déjà un socle. J'étais déjà très solide, parce que qui s'embarque à faire de la voltige quand tu as 7 ans, que tu es hyper réservé, que tu parles à personne, et qu'est-ce que tu vas faire des pirouettes sur un cheval? Bon. Comment tu vas faire des compètes et être en compète contre des gens qui en ont 35-40 quand toi t'en as 12. Et c'est-à-dire que même si il y a eu cette évolution, il y a eu cette hypersensibilité, cette émotivité, ce côté réservé, il y avait un socle qui était très solide, et que inconsciemment, j'ai quand même embarqué tout ça, et c'est en cheminant et en m'autorisant ces premières fois que j'ai commencé à aller récupérer de la confiance de la part de la petite Caro
qui, au fur et à mesure, s'installe encore aujourd'hui. Je te parle de ça, c'est marrant, je te regarde et je fais une auto-analyse. Tu vois, donc même dans l'expérience de répondre oui à un podcast qui, on en parlait juste avant, c'est quand même drôle la vie, ton premier mail que tu as envoyé, j'ai fait une sorte de refus d'obstacle en me disant oulala, non, qu'est-ce qu'elle me raconte, la Emmanuelle, là, il n'est pas question. Et quelques mois plus tard, il fallait probablement, l'univers nous a remis sur le chemin aujourd'hui. C'est pas pour rien. C'est qu'en termes de timing, peut-être qu'il y a 4-5 mois, je n'aurais pas eu cette analyse que je suis en train de faire là en live avec toi et que j'ai pas fait avant. Hein. Le livre m'a permis une analyse et là de répondre à ton podcast, je commence à me rebrancher elle en regardant cette photo. Il y a le petit... Les gens voient pas, mais il y a cette espèce de... Ces yeux malicieux et ce regard qui se tourne vers quelqu'un en disant il y a une complicité. Et ça, c'est la complicité que j'ai avec les gens dans les bains. Je vois très bien, parce que c'est ton regard qui m'a mis dans ce bain glacé il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Et moi, c'est marrant parce que avant ta préparation d'aller dans le bain, il y a une préparation de respiration. Et puis, tu nous invites à poser une intention. Et moi, à cette époque-là, j'ai posé l'intention de donner un espace pour que les gens puissent vivre une version plus sensible d'eux-mêmes. Et je te reçois aujourd'hui dans Sensoscopie. Incroyable. La vie est très bien faite. Toujours. C'est fou, ça. Ouais. Tu as dit que tu avais plusieurs métiers, donc tu as cette Ice Queen qui propose cet espace-là pour nourrir le vivant et nous rendre plus autonomes. En tout cas, avec cet accélérateur, un peu de vivre la non-peur sans forcément passer des heures de méditation face à un mur. Et qu'est-ce que tu as d'autre comme activité dans tes métiers aujourd'hui? Ou quelque chose peut-être dont tu aimerais, quel serait ton plus profond désir aujourd'hui? Alors dans mes autres métiers que j'ai façonnés aussi depuis quelques années, l'autre c'est l'intervention d'entreprise sur des expériences pour recréer du lien. Donc là c'est vraiment sur le collectif, sur l'humain, sur le nous. Des ateliers, des expériences autour du leadership et de la créativité. La créativité étant un de mes gros terrains de jeu aussi. Parce que je trouve que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son énergie créative. Donc ça, c'est un autre de mes terrains de jeu. Et un programme que j'ai lancé il y a assez peu de temps, donc c'est grosse actu là en ce moment, c'est que je me suis lancée, alors ça fait quelques mois déjà, mais maintenant je vais en parler, et tu as probablement l'exclu live d'un programme qui s'appelle La Passerelle, que j'ai complètement façonné avec tout ce que j'ai fait depuis 20 ans, je dirais. C'est de l'accompagnement, c'est du coaching de transition par l'action. Donc quand les gens, en fait moi ce qui me rend dingue, c'est les gens qui restent dans un immobilisme. Que ça soit un immobilisme pro-perso, enfin voilà. Une forme de sidération qui est bloquée, quoi. Ouais. Moi je suis très forte pour sortir les gens de ça et se mettre en action. En fait, moi j'ai toujours été une femme d'action, donc j'ai toujours été en mouvement. Donc, ouais, il y a de la peur, ouais, il y a tout ça, mais comment est-ce que je vais... C'est pas grave, on va y aller, on va... Just do it. Voilà, on va faire monter le désir. Voilà, je t'accompagne d'un point A à un point B. À un moment donné, il y a une petite zone où il y a un équilibre qu'il va falloir trouver. Moi, je vais te prendre la main et on va y aller doucement mais sûrement. Donc ça me tient très à cœur. Et puis... Donc ça c'est une partie. Et puis tu parlais de désir. Donc là, je suis en train, et ça va être aussi très proche dans la lancée, c'est que je transforme mon livre, qui s'appelle Nous, en expérience collective en show. Et ça va sortir dans très très peu de temps. Tu vas nous faire du stand-up. Voilà. Waouh, mais avec de l'interaction avec la salle comme fait Werber ou des trucs comme ça? Alors, c'est quelque chose de
très anglo-saxon, on est moins fort ici en France pour ça, mais c'est une expérience qui est à l'intersection entre du one-woman show, de l'expérience de développement personnel, de l'inspiration et de... En gros, c'est comment on va s'élever ensemble pendant 1 heure et demie et tu vas sortir de là. 1, tu vas te sentir vivant. 2, tu auras semé des graines. Et 3, tu vas avoir envie d'oser, mais oser à ton image. Il va y avoir de la peur, il va y avoir de l'inconfort, mais tout ça, je vais le faire avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'humour. Tu vas stimuler donc les gens vont quand même dans la salle, y avoir de l'interaction évidemment avec la salle, et ils ont aussi des travails entre eux. Ouais. Oh, super. Ouais. Cette expérience, ça va mêler l'intime, l'émotionnel, la sincérité. Je vais inviter la petite Caro dans le show. J'adore, je vais inviter la petite Caro dans le show. Ouais. C'est bon ça. Ça fait un bon titre. Invite ta petite Caro dans le show. Ouais. Et dans le froid. Ouais, pas mal. En fait, je cultive ma spiritualité au quotidien. Mais de quelle spiritualité on parle? Je me suis rendu compte depuis quelque temps que c'était essentiel pour moi et vital de remettre ma spiritualité quotidienne dans ma vie, à plusieurs niveaux. J'ai de l'écriture le matin, j'ai cette notion du temps qui passe. Alors ça, j'ai deux gimmicks là-dessus. En gros, je me suis offerte cette montre il y a 1 an maintenant. C'est une montre, donc là on sourit, mais pour vous raconter ce qu'elle nous montre, c'est une montre qui ne dit pas l'heure, qui n'a pas d'aiguille et où il y a le mot now au milieu de cette montre. Donc c'est toujours maintenant. Voilà, donc c'est toujours maintenant. Le bon moment, c'était pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Je me suis fait faire un néon chez moi qui prend l'intégralité de la largeur de mon salon et qui dit « The time is now ». C'est hyper important pour moi à 2 niveaux. Le premier, c'est de me dire que c'est maintenant et ça ne sera pas demain. Donc même si tu as des peurs, même si tu as de l'émotion, même si tu as tout ce qu'on s'est raconté juste avant, eh ben, on va se mettre en action. Et la deuxième dimension, c'est plus de dire « Ok, on ralentit ». On ralentit et on observe. On ralentit peut-être pour mieux accélérer plus tard. Et parce que, en fait, probablement que j'ai eu mes plus grandes épiphanies ces dernières années dans les moments donnés où j'étais plutôt en silence et en ralentissement de tout. Et ça, pour moi... C'est précieux. C'est précieux, c'est essentiel, on l'oublie. Donc cette spiritualité, elle prend plein de formes. Tu vois, là, si je peux te donner un exemple, mais je pars toujours avec ce que j'appelle mes gris-gris avec moi. Donc là, dans mon sac, dans ma poche, j'ai un mini canard. Mon mini canard est toujours là. Et j'ai des pierres, depuis peu de temps. J'ai des petites pierres que je balade aussi partout. Et ça, on m'en a fait un cadeau. Donc c'est un lien, donc ça me reconnecte à ma tribu. Hyper important. Ouais, sentir... t'es pas toute seule. T'es jamais seule. Il y a toujours des liens, invisibles ou pas d'ailleurs, mais il y a une multitude, il y a une équipe, t'as ta team. Ouais, t'as ta tribu, t'as ta team, t'as ta clique, tu l'appelles comme tu veux, mais en tout cas, les gens sont là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça, je te remercie beaucoup, cette définition de la spiritualité, parce que pour moi, c'est un état d'esprit, faire spirit et respiration. Donc pour rebooter ça avec, de refaire du lien, ce qui fait le lien entre le haut, le bas, l'intérieur, l'extérieur, c'est cette perméabilité qui vient quand même vachement dans le souffle. On le voit avec l'eau glacée, le dépassement des peurs. Déjà, si tu t'es connecté à ta respiration, déjà ça permet d'avoir un point d'appui énorme, énorme, parce que c'est comme de mettre de l'encens pour un rituel, et ben, on va respirer tous le même air, encensé. Et donc, ça nous relie déjà, parce qu'on respire le même air. Et c'est déjà de s'aligner sur une respiration. Pour moi, c'est ça, la spiritualité. C'est déjà s'aligner,
sur un air commun, comme tu disais, comment je vais connecter l'autre dans un autre niveau, bah déjà par la respiration, par un état d'esprit, par une spiritualité que toi, tu crées, tu ritualises, tu remets de l'ordre à ta mesure, et c'est toi le boss de ton propre structure en fait. Ben, c'est génial. Franchement, merci pour ça. Eh bien, avec plaisir. Résumons. Tu as ce projet de... Ça a un nom? Ton stand-up, ça a un nom? Le concept de stand-up intime entre le dev perso et entre toi, le nous, et ce que tu fais, ce que tu donnes comme permission, ça a déjà un nom, ce concept-là? Ça va s'appeler un work show. Work show. Avec le froid. Pardon, non, j'ai déjà fait, j'arrête de la faire. Un work show. C'est une expérience de développement collectif. Work show. Ouais, pas mal. Donc toi, tu es gardienne de ça. Et tu vas voir que tu vas être probablement au premier, au deuxième, au troisième rang. Mais on va être ensemble. Tu sais, ça me fait penser au TEDxCan quand je faisais pour préparer les gens au pitch. Moi, je m'occupais de rendre le public réceptif. Donc, je leur faisais un yoga géant sur le ponton du Majestic et je faisais tous les inters où, en fait, je préparais rien. J'étais en méditation en loge et j'avais le décompte 5, 4, 3 et je bondissais sur scène et je faisais un petit ice break à la manière de ce que tu pouvais faire. Et c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est que ces espaces-là, scéniques, où tu te fais confiance à y aller à l'impro, à l'intuition et à la connexion, sont justes. T'es responsable de ce que tu ressens, pas de ce que l'autre interprète. Donc toi, bah voilà, tu valides ça, et après, tu vas aller à l'écoute. Là, ça joue pas, et là, on joue. Et je trouve que c'est quand même un art d'arriver à embarquer sans imposer, proposer sans imposer, et en même temps tenir, parce que le cerveau, il part... Tu vois, nous, on est quand même très dysfonctionnels dans notre cognition, quoi qu'il. C'est-à-dire que, voilà, comme tu dis, il faut toujours du confort, et donc il y a une résistance. Donc la résistance peut être potentiellement forte, et comment on va aller écouter cette résistance en l'alchimisant comme un peu une alchimiste en fait, un peu quoi. Tu vois, le truc transforme un peu ce qui te plombe en or quoi, dans le truc un peu... Si tu reprends cette petite Caro, tu la regardes dans les yeux, est-ce qu'elle est fière de ce que tu as fait de toi? Ah bah oui, elle est hyper fière. Enfin, je pense qu'elle ne mesure pas tout ce que j'ai fait, où je suis. Enfin, elle peut même pas imaginer. Mais elle est super fière, ouais. Super fière parce que je pense qu'elle regarde la grande Caro en se disant ah ouais là, elle a pas fait semblant, elle passe pas à côté de sa vie, quoi. Bah, c'est un mix entre la vulnérabilité, l'espièglerie et la créativité. Je pense que c'est un mix des trois. Ouais, je pense que c'est un doux mix de ces trois personnalités. Bah, t'as bien fait d'en prendre soin en tout cas. Ouais, bah oui. C'est essentiel. Bravo Caro. Avec plaisir. Merci à toi. Merci. C'était top. Canon. Voilà, chères auditrices, auditeurs. Encore un parcours où oser, c'est vivre. Et que se sentir vivant, ça commence souvent par une respiration, un pas, un frisson. Et vous, c'est quand la dernière fois que vous avez vécu une première fois? Si les prestations de Caroline Arditi vous attirent, retrouvez-la sur les réseaux et sur son site carolinearditi.com où découvrez sa toute nouvelle offre d'accompagnement La Passerelle, le coaching de transition par l'action et son fameux livre Nous. Si l'exploration du sensible et de l'émotion, de la singularité vous stimule, abonnez-vous à Sensoscopie pour ne pas manquer le prochain épisode, le 15 juin, avec un homme. Car comme vous l'avez remarqué sans doute, j'alterne dans les épisodes les genres
et les âges.